Caroline, vous êtes la représentante pour le Bloc québécois pour l'élection ici pour le comté de Montmorency-Charlevoix. Donc, en premier lieu, vous êtes la candidate et la députée sortante. Je voulais voir maintenant, de votre côté, peut-être parler des enjeux qu'on retrouve ici sur la côte de Beaupré et l'île d'Orléans. On va commencer par la côte de Beaupré. Bien sûr, les enjeux se ressemblent parfois, se recoupent. La côte de Beaupré a un enjeu de main-d'œuvre, de travailleurs étrangers, un enjeu également d'avoir en sa possession le potentiel, le soutien gouvernemental pour développer, innover davantage. Je suis souvent en rencontre avec Alliance Affaires, avec Développement Côte-de-Beaupré. J'ai rencontré dernièrement, j'ai visité l'entreprise Caron et Gay. Il y a Optitech, Métotech, il y a Résolu, il y a plein d'entreprises comme ça dans cette partie-là de mon comté, de notre comté, qui a un sens de l'innovation exceptionnel. Ces gens-là ne sont pas tant dépendants des États-Unis. Ils ont le potentiel, ils ont la capacité, la créativité pour être capables de tourner leur marché vers une diversification des marchés. Ce qui fait que notre programme, justement, propose au gouvernement de soutenir les entreprises qui ont cette initiative-là, qui sont déjà prêts à faire le travail. Donc, on en a plusieurs dans le comté. Donc, on parle de ça dans l'immédiat parce qu'on est en situation tarifaire critique, disons-le comme ça. Mais il y a ça, il y a également les producteurs agricoles qui ont des enjeux de travailleurs étrangers temporaires. On les a soutenus depuis 5 ans avec beaucoup d'ardeur. On a réussi à les aider la plupart du temps, mais il y a quand même un enjeu d'immigration et de travailleurs étrangers temporaires qu'il faut absolument peaufiner, nuancer et donner une réponse adéquate pour que ces gens-là puissent continuer de fonctionner. Même chose du côté de l'île d'Orléans. Et du côté de l'île d'Orléans, il y a également l'érosion des berges qui est un enjeu important. Tout ce qui s'appelle changement climatique est un facteur qu'il ne faut jamais mettre de côté parce qu'on est en crise tarifaire. Écoutez, M. Trump est vieilli d'1 an tous les ans. Dans 10 ans, il ne se rappellera peut-être plus comment on s'appelle. Mais dans les faits, il faut absolument qu'on ne perde pas de vue dans l'agitation. Parce qu'en ce moment, il y a de l'agitation et on a raison de s'agiter. Mais je tiens à souligner que le Québec n'est pas le moins bien positionné dans ce contexte-là. Ce qu'il nous faut, c'est prendre soin de nos vecteurs économiques importants et d'être capable de les défendre sur la scène fédérale lors des négociations. C'est ce qu'on s'engage à faire au Bloc québécois. On a vu dans les dernières semaines un retournement de situation où les gens, on sentait que le Parti libéral, c'était difficile. Et là, on a une recrudescence du nationalisme canadien. De quelle manière vous pensez être capable de renverser cette vapeur-là? Parce que ça a emporté, on pourrait dire même, le Québec. C'est ça qui est particulier actuellement dans les dernières semaines. Oui, je pense que cette tendance-là s'essouffle. À toute chose, malheur est bon. Je saluerais le fait que, enfin, les Canadiens ont compris ce que ça voulait dire la souveraineté. Ça fait juste 60 ans qu'on essaie de les expliquer. Mais dans les faits, je pense que cette situation-là de panique s'essouffle un peu. Je pense que changer M. Trudeau pour M. Carney, ce n'est pas changer une équipe au complet. Alors, je me questionne beaucoup sur la raison pour laquelle les gens se tournent vers M. Carney, un banquier qui agite les abris fiscaux, l'évitement fiscal, c'est pas très, je dirais, en règle avec quand on veut devenir premier ministre, qui baragouine le français et qui ne connaît pas les valeurs québécoises, qui s'engage à contredire, à contester la loi 21, la loi 96 sur le français, la loi 21 sur la laïcité, avec une méconnaissance de ce que les Québécois ont comme conviction et comme valeur. Je pense qu'il serait surpris d'entendre les Québécois défendre leurs valeurs avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Il y a peut-être des notes qu'il n'a pas saisies. Donc, tout ça est assez volatile. J'ai l'impression que le débat qui a eu lieu, que cette réflexion-là, sur le terrain aussi, on rencontre des gens qui nous disent... Le sentez-vous quand même, une certaine réticence, un questionnement? Je sens beaucoup de gratitude quand je suis quand je fais du porte-à-porte ou que je rencontre les différentes instances communautaires. Je sens beaucoup de gratitude sur le travail qu'on a fait depuis la pandémie. Il y a eu la pandémie, on répondait 24 heures par jour, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on a soutenu les gens. Il y a les problématiques avec Phoenix, il y a des gens, des personnes âgées qui ont eu de la difficulté avec l'ARC, qui étaient
on leur cotisait des sommes astronomiques alors qu'ils n'avaient pas reçu de PCU. Des choses, on a démêlé ça. On en a fait beaucoup. Et je pense que les gens ont apprécié. Les municipalités également, on a sonné des fois la cloche quand il arrivait un programme, une nouvelle arrivée d'argent dans un programme fédéral qui pouvait leur servir. On les appelait tout de suite, on les alimentait. Et ils étaient très contents. Ils nous disaient, mais merci Caroline, on n'a jamais été informés comme ça du fédéral. Donc, tout ça, je le recueille sur le terrain. Et ce que je recueille aussi, c'est que les gens sont en train de prendre conscience qu'ils ont peut-être plus à perdre de faire confiance à un banquier canadien libéral ou à un monsieur Poilievre qui va de toute évidence se retrouver à l'opposition, en tout cas ce qui semble être le cas, peut-être avec un député qui rentrera ici, mais qui sera à l'opposition et qui sera pris avec la ligne de parti de son parti qui n'est pas très pro-Québec. Les gens sont en train de me dire sur le terrain, bien Caroline, on va peut-être faire confiance à ton acuité, à l'assiduité du Bloc, le Bloc qui a été l'adulte dans la pièce, tout le temps, depuis que je suis là, en tout cas, j'en ai été témoin plusieurs fois, même nos adversaires, les critiques libérales et conservatrices à la télé l'ont dit la semaine dernière que notre programme était le meilleur et que le Canada devrait s'en inspirer. C'est pas banal. Donc, je pense que les gens sont... Sur le terrain, c'est ce que j'entends. Caroline, on est content de ton travail, on a peur de Trump, mais on pense qu'on va te garder, mais on sent qu'il y a encore une hésitation. Donc, les prochains jours seront déterminants et j'ai confiance aux Québécois. Ce sont des gens de cœur. Ils vont voter encore une fois avec leur cœur. J'ai vu aussi que la gestion de l'offre, oui, éventuellement, quand on va retourner au Parlement, ça va arriver incessamment par la suite. C'est quelque chose aussi que vous souhaitez encore relancer parce que c'était tout près d'arriver, mais finalement... Écoutez, l'automne dernier, pendant que le Parti conservateur paralysait le gouvernement et que le Parti libéral s'en complaisait parce qu'il sauvait du temps, nous autres, on déposait des projets de loi pour les aînés, pour terminer les 2 classes d'aînés et augmenter la pension des gens de 64 à 75 ans, en plus d'augmenter le seuil de gain admissible sans être pénalisé du supplément de revenu garanti. C'était notre projet de loi. On est venu sur le bord de le passer. Même chose avec la gestion de l'offre. On dit on est passé à 2 cheveux, on est passé à 2 sénateurs de l'avoir. Et je pense que si M. Trudeau avait vraiment voulu le faire, il aurait pris le téléphone puis il aurait dit on passe la gestion de l'offre. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet de loi qui protège la gestion de l'offre. Et le Bloc québécois a défendu ça bec et ongle parce qu'on a des producteurs laitiers dans notre circonscription qui, eux autres, s'ils perdent encore 1 % du marché, ils ferment leurs portes. C'est grave. Et donc, il y a moyen, quand on est à l'opposition, et encore plus quand on a la balance du pouvoir, c'est ce qu'on souhaite encore pour le Bloc, de forcer le gouvernement à répondre à ses engagements, de faire avancer des projets de loi jusqu'au point où ils sont réalisés et ils ont l'étampe sénatoriale. Donc, il faut absolument qu'on puisse administrer à notre manière les intérêts du Québec à l'intérieur de l'exercice parlementaire fédéral, et ça ne se peut que par le Bloc québécois. J'ai vu aussi en lien avec, tantôt vous parliez de la carte tarifaire, le conflit tarifaire qui existe, que vous souhaitiez que dans les discussions avec le gouvernement américain, qu'il y ait des représentants, une délégation du Québec. Oui. Ça, c'est quelque chose d'important pour vous aussi? C'est fondamental. C'est fondamental. C'est comme donner carte blanche à un étranger. Moi, je ne donnais pas ma carte de crédit à quelqu'un que je ne connais pas. J'avais de la misère à donner ma fille, des fois, pour faire une commission. Donc, il faut absolument qu'on ait une voix. Et ça appartient au gouvernement du Québec de déterminer qui il sera. Mais il faut obligatoirement que le Québec soit représenté à la table et dûment représenté avec les valeurs et les intérêts du Québec qui seront bien sûr mis de l'avant. Ce n'est pas vrai qu'on ne collaborera pas. Si c'est une entente qui est convenable, on va collaborer. Mais ne jamais oublier qu'on ne doit pas s'agenouiller devant les États-Unis. On doit être plus ingénieux, plus stratégique. On a un potentiel, particulièrement au Québec, les minéraux rares, l'aérospatial, l'aluminium, notre eau potable, un paquet d'enjeux qui sont mis sur la table et que les États-Unis ont besoin. Alors, soyons stratégiques. Cherchons-nous des marchés ailleurs. Entendons-nous avec l'Europe, peut-être. Et quand les États-Unis viendront dire « Ouais, mais là, moi, je voudrais ton aluminium. Ah, désolé, c'est parce qu'il y a d'autres pays qui sont intéressés. » Ah, regardons ça. La même chose au niveau de l'environnement. Ne jamais reculer sur l'environnement. Parce que le Québec est en avance sur le Canada. Moi, je l'ai constaté tellement depuis mes 5 ans à la Chambre des communes. Ne jamais reculer. Le Québec est une nation moderne, tournée vers l'avenir, tournée vers les énergies propres. Et la planète, qu'on le veuille ou non, que M. Poilievre le veuille ou non, la planète est tournée vers le vert. Même les investissements en bourse sont importants. Donc,
soyons proactifs, regardons par en avant. Mon père disait « envoie par en avant ». Alors, c'est ce que j'invite les Québécoises et les Québécois à faire le 28 avril. Envoie par en avant. En conclusion, quelques secondes, pourquoi on vote pour Caroline Desbiens dans Montmorency-Charlevoix? Ah, c'est une belle question. Merci, ça me touche beaucoup. Je pense que les gens, envers et contre tout, et tout parti confondu, doivent se poser la question si on doit choisir quelqu'un dont elle a démontré qu'elle a un amour profond pour sa région, qu'elle a une connaissance pointue du terrain, et donc on n'a pas de rattrapage à faire à cet égard. Et je suis certaine que les autres candidats sont aussi capables de prendre le pouls du terrain avec un certain délai, parce qu'il faudra qu'ils fassent leur travail. Mais moi, je pars avec une avance là-dessus. L'autre chose, comment peut-on faire confiance à un parti qui est tourné vers le pétrole, qui est tourné vers la finance torontoise, qui est tourné vers l'automobile de l'Ontario et qui va se servir du Québec comme monnaie d'échange? Donc, quel que soit le parti dont on a porté des convictions par le passé, je pense que les 4 prochaines années pour le Québec vont être déterminantes à plusieurs égards. Donc, les Québécois et les Québécoises ont un choix très important à faire. Et encore une fois, je disais ça en 2019, puis je vais vous le répéter, moi, j'ai confiance à l'intelligence des Québécoises et des Québécois. C'est un peuple unique, avant-gardiste, créatif, innovateur, et ils le seront le 28 avril. Donc, on va surveiller grande attention. On va souhaiter bonne chance, justement, d'ici le 28 avril. Merci d'être passé à la télé d'ici. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli.